Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Et l'actualité de ce point de vue-là est riche. Benjamin Louvet est à mes côtés en plateau, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. J'ai appelé ça le poison d'avril de l'OPEP. Ouais, bien vu. Non mais vous devriez faire du journalisme. Je m'en suis déjà enthousiasmé toute la journée d'hier, mais je réplique à nouveau le jeu de mots aujourd'hui. Oui, parce que c'est la question quand même de savoir, est-ce que c'est juste un poisson d'avril, c'est-à-dire petite blague comme ça qui va rester circonscrite au sujet de la semaine, ou est-ce que c'est un poison quand même un peu plus lent et peut-être avec lequel il faut être vigilant? Il faut être vigilant parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors d'abord, effectivement, c'est une vraie surprise pour le coup, puisque personne ne s'y attendait. Le ministre du pétrole saoudien lui-même, Abdelaziz bin Salman, avait dit il y a quelques semaines qu'on resterait comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, d'un seul coup, une baisse, et puis une baisse significative, puisqu'on parle quand même d'une baisse par les pays de l'OPEP d'1 166 000 barils à partir du mois de mai, auxquels vont s'ajouter les 500 000 barils de réduction du pétrole russe qui devaient s'arrêter en juin, mais qui finalement vont durer jusqu'à la fin de l'année, ce qui veut dire qu'à partir de juillet, on a 1 666 000 barils de moins, ce qui fait quand même 1,7% à peu près de la demande mondiale. Ouais. C'est loin d'être neutre. On est au total à plus de 3,6 millions de coupes dans la production, sur un marché dont la plupart des analystes, et dont nous faisons partie, pensons qu'en deuxième partie d'année, qui devrait être très tendu. Il faut savoir qu'on a un manque d'investissement de longue date dans ce secteur, qui fait que, sur les produits raffinés, on est tendu, sur la production, on est tendu, la production nord-américaine, notamment le pétrole de schiste, qui nous a beaucoup aidé depuis 2008, et depuis l'annonce par l'Agence internationale à l'énergie du pic de production sur les pétroles conventionnels, on a tenu grâce au pétrole non conventionnel, et notamment le pétrole de schiste américain. En début d'année dernière, on prévoyait pour 2023 une croissance de ce pétrole de schiste de 1 million de barils par jour. En fin d'année, on prévoyait 600 000 barils par jour. Aujourd'hui, on prévoit 300 000 barils par jour. Manque de main-d'œuvre, hausse des coûts de production, hausse des coûts de financement. Les meilleurs gisements sont a priori en train de s'épuiser. On a une rentabilité par puits qui est en train de baisser. Tout ça, et puis les actionnaires qui demandent de la rentabilité et puis de la productivité. Tout ça mis bout à bout, ampute. Et c'est peut-être une partie de l'explication de ce mouvement. C'est que jusqu'à maintenant, l'OPEP était plutôt dans la réaction, même on a déjà eu l'occasion d'en parler, plusieurs personnes annonçaient que l'OPEP était morte parce qu'il y avait justement ces pétroles de schiste. Et là, l'OPEP est en train de reprendre la main et est en train de montrer que la banque centrale du pétrole, c'est l'OPEP. Ouais. Et ça, c'est un élément extrêmement fort, parce que s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent justement que le risque de perdre des parts de marché au regard d'autres acteurs est très faible. L'autre élément qui est important, c'est que c'est un signal très fort envoyé aux Américains, comme quoi l'unilatéralisme, c'est fini, quoi. Maintenant, on rentre dans un monde multipolaire, et aujourd'hui, ils ont des clients aussi à l'Est, en Inde, en Chine. Ils ont des bons rapports avec la Russie. Pendant très longtemps, ces deux nations ont eu du mal. Enfin, on parle de ces deux nations. Quand je parle de l'OPEP, on parle essentiellement de l'Arabie Saoudite, qui est leader, qui a réussi à mettre tout le monde au pas au sein de l'OPEP. Maintenant, les réductions de production sont respectées, parce que l'OPEP a été très clair. Je me souviens, je crois que c'était en 2014, j'avais appelé ça le coup de génie de l'OPEP. À l'époque, l'Arabie Saoudite avait dit on va réduire. Ils avaient fait une réunion, une pré-réunion où ils avaient dit bon, on va réduire parce que le marché était en train de baisser. Ça avait calmé le marché, qui avait repris quand même 20%. Et puis, quand ils se sont revus pour réduire réellement, les autres nations ont regardé leurs chaussures. Pas besoin de couper. Moi, je ne vais pas couper. Et là, l'Arabie Saoudite a dit écoutez, c'est simple. Ouais. Si vous coupez, je coupe. Si vous ne coupez pas, je coupe. Donc, soit vous réduisez tous votre production de 5%, et on vend tous notre pétrole 20% plus cher, soit vous ne vendez plus rien. Et vous vendrez 100% de votre pétrole, mais 20% moins cher. C'est vous qui voyez. Et depuis, tout le monde est au diapason. Donc l'OPEP a vraiment repris la main. Je crois que c'est un point important. Et le message aussi, peut-être un message à l'intention des Américains, parce que pendant très longtemps, les Américains se sont servis de toutes les armes à leur disposition pour contenir le prix du pétrole, et notamment l'année dernière, vente de leurs stocks stratégiques. L'OPEP l'avait accepté en se disant on se refera quand ils vont reconstituer leurs stocks stratégiques, ce qui constituera un support. Et Biden leur a dit je rachète pas. Et là, Biden ne rachète pas, et puis il n'est pas prêt de racheter, parce qu'il n'y a pas encore eu de demande, donc ça ne sera pas avant au moins 2024. Et il semble que l'Arabie Saoudite l'ait mal pris. Donc ça fait beaucoup d'éléments géopolitiques qui viennent s'ajouter à un signal qui n'est pas du tout aussi banal qu'il peut paraître.
Mais 2 points importants. Hein. On reste dans un marché d'offres contraintes. Oui. Même le ralentissement, la moindre reprise chinoise que ce qu'on pouvait imaginer par rapport au précédent, le ralentissement à venir des économies européennes, américaines qui n'est pas encore totalement matérialisé, même ces éléments-là n'enlèveront pas toutes les tensions dans ce marché du pétrole. Les prévisions qui sont faites par l'Agence internationale à l'énergie, par l'Agence américaine à l'énergie, qui sont revues tous les mois, font état d'un nouveau record de consommation de pétrole dans le monde cette année. De mémoire, l'Agence internationale à l'énergie annonce 102 millions de barils par jour. L'Agence américaine est à 102,7 millions de barils par jour. Effectivement, la croissance chinoise tarde à repartir, mais on a des signaux précurseurs qui semblent montrer qu'elle est en train d'arriver. On a eu des indices Caixin qui étaient très très bons sur le non-manufacturier et sur le manufacturier. Sur les petites entreprises, c'est encore plus délicat, mais on sait qu'elle redémarre après. Donc, on a plutôt des éléments positifs. On a eu quand même la fin de la politique zéro Covid, ça veut dire une reprise de l'économie chinoise. Mais dans un premier temps, ça veut dire une épidémie de Covid. Donc ça retarde cette reprise. Donc c'est pas complètement illogique. Donc on a plein d'éléments qui font que oui, on pense que la consommation va augmenter et que dans le même temps, la production, elle, est contrainte et de plus en plus, puisque même sur les pétroles de schiste où on espérait quand même avoir des développements, on est relativement limité. Jusqu'où ça peut emmener les prix ? Pour moi, on l'avait déjà dit, je le maintiens, on pense que le prix du pétrole devrait se stabiliser quelque part autour de $100, sachant que si on devait avoir un moindre ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis, et qu'on devait avoir dans le même temps des incidents de production, il ne faut pas oublier par exemple on va pas tarder à rentrer dans la saison des ouragans. Ah, des ouragans. Et dans la saison des ouragans, vous ne savez jamais comment ça peut se passer. Ces dernières années, ça s'est plutôt bien passé. Oui, le moindre grain de sable, c'est ça. Le moindre grain de sable. Ouais. Le patron de Saudi Aramco l'avait dit en novembre dernier, je crois, dans une interview. Juste après la baisse d'octobre, je m'en souviens très bien, l'OPEP venait de baisser en octobre, le patron de Saudi Aramco disait, attention, le problème d'offre ne fait que s'accroître. Exactement, et il disait, si l'année prochaine, la Chine redémarre et que l'Occident ne ralentit pas, je ne sais pas comment on fournit du pétrole au monde pour pouvoir tenir la croissance. Donc on a un vrai sujet durable et qui est d'autant plus durable que 2 choses. La première, les contraintes environnementales sont là et donc les entreprises du secteur privé réduisent leurs investissements dans ce secteur. Donc la part de marché des entreprises nationales que constituent les entreprises principalement de l'OPEP, elle va augmenter de plus en plus. Et donc, comme le prix de production de leur pétrole augmente et qu'ils auront de plus en plus la main, ils pourront peut-être fixer un prix du pétrole plus élevé. Toute proportion gardée, est-ce que dans ce contexte, ça remet une pression peut-être favorable sur des producteurs américains de pétrole alternatif. Est-ce qu'à ces niveaux de prix, avec peut-être une pression politique un peu plus favorable, est-ce que ça permet d'aller chercher quand même un peu de baril à la marge ? J'ai bien peur que non. Alors, c'est pas ma réponse à moi, c'est Scott Sheffield, le patron de Pioneer. Oui, il le dit. Non, mais il y a quelques mois, quand Biden l'a poussé, il a dit ça serait même contre-productif. Parce qu'on commencerait à augmenter notre production, et puis là, comme on ferait à nouveau de la productivité et plus de la rentabilité, les investisseurs s'en iraient et on n'aurait plus les moyens de développer notre production. Donc ça serait un feu de paille. Donc les entreprises aujourd'hui du pétrole de schiste ont une volonté de discipline sur leur activité. Ils ont un autre problème, je vous le disais, quand on regarde l'année dernière pour la première fois, la rentabilité par puits dans le pétrole de schiste, dans le bassin permien, a baissé. Ce qui veut dire que quelque part, on arrive un peu au bout des meilleurs gisements. Et donc, quand un gisement arrive à terme et qu'on le remplace par un nouveau gisement, il produit moins. Et donc, maintenir la production, c'est déjà très bien. L'augmenter légèrement, c'est bien. Et d'autres cabinets d'analyse, comme Rystad Energy, par exemple, qui est un cabinet très réputé dans le secteur, estiment que si la croissance des pétroliers de schiste devait dépasser à nouveau les 5%, ils pourraient épuiser leurs réserves à un horizon très bref, c'est-à-dire avant 2030. Donc c'est relativement... La parenthèse schiste se refermerait plus vite que prévu encore. De schiste américain. Oui, de schiste américain. On a du schiste ailleurs. Après, il n'a pas été aussi gâté au niveau géologique. Il y en a en Chine, mais les coûts de production sont bien plus importants. Il faut qu'on parle des métaux, Benjamin, également. C'est la stratégie nouvelle que vous pilotez chez Ophi Invest AM. Donc, Metals, je ne sais plus quel est le nom. Energy Strategic Metals. Voilà, tout est dit dans le titre. Qu'est-ce qu'on peut dire des prix de marché là, sur ces métaux stratégiques et redonner peut-être quelques éléments un peu de la stratégie. Le prix de ces métaux a finalement été très sage, même plutôt baissier ces derniers mois.
en tout cas jusqu'à l'annonce de la reprise de l'activité en Chine, enfin de la fin de la politique zéro Covid, qui a donné un gros espoir en fin d'année dernière. Puis comme ça a un peu tardé, le soufflet a un peu retombé. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont relativement raisonnables, mais on sent la tension qui arrive de partout. Les besoins générés par la transition énergétique sont absolument considérables. On en a un exemple patent l'année dernière. L'année dernière, il ne vous aura pas échappé qu'en Chine, il y a eu une énorme crise immobilière. On a eu la politique zéro Covid qui a beaucoup contraint l'activité. Et donc, effectivement, la consommation de cuivre dans les secteurs traditionnels a baissé de 450 000 tonnes. Mais dans le même temps, la Chine construit aujourd'hui installe chez elle quasiment une éolienne sur deux, un panneau solaire sur deux, et développe massivement son système électrique. Résultat, la demande de cuivre dans les secteurs des technologies vertes a augmenté de 550 000 tonnes. Et donc la demande de cuivre l'année dernière en Chine, qui était en ralentissement, a augmenté. La demande de cuivre l'année dernière en Europe a augmenté. La demande de cuivre aux États-Unis a augmenté. Et on sait qu'on doit accélérer encore sur la transition énergétique, sur l'installation des éoliennes, sur l'installation des panneaux solaires, et donc que ces besoins ne vont faire qu'augmenter. En fait, on n'a pas beaucoup de problèmes. Alors, est-ce qu'on commence, ça fait des années presque que vous nous alertez sur ce sujet, sans doute, Benjamin, est-ce qu'on commence à ce stade, en avril 2023, à avoir des projets de capacité nouvelles, émerger, se mettre en place? Ça dépend des secteurs. Sur le lithium et sur le cobalt, oui, parce que ce sont des marchés assez récents, mais si on prend l'exemple du cuivre, par exemple, c'est très faible. Il y a aujourd'hui 225 mines de cuivre en activité dans le monde, je crois. Il en faudrait 80 de plus de la taille moyenne de celle existante, d'après l'Agence internationale de l'énergie, compte tenu des délais de mise en œuvre d'une nouvelle mine. Donc, je rappelle, données BRGM, donc Bureau de recherche géologique et minière, au niveau mondial, la durée moyenne de mise en place d'une nouvelle mine, c'est 17 ans. Mais ça inclut la phase d'exploration. Si vous enlevez la phase d'exploration, c'est 7 à 8 ans. Voilà. Donc, l'Agence internationale de l'énergie, dans un rapport récent, dit qu'il faut que les mines de cuivre nécessaires soient validées avant 2025. C'est dans 3 ans. Et il faut qu'on en valide 80. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de projet dans le pipe. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en très très forte tension. Il n'y a pas de secret, Grégoire. Le FMI, le Fonds monétaire international, a fait une étude sur ce sujet. Ils ont étudié l'évolution possible du cours de 4 métaux considérés comme stratégiques pour la transition énergétique. Ils appellent ça les métaux électriques, c'est les métaux de la voiture électrique, c'est le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Leur conclusion écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2040, et quand on regarde même l'étude, l'essentiel de cette hausse devrait avoir lieu d'ici 2030, le lithium, le cobalt et le nickel devraient voir leur prix progresser de, je cite, quelques centaines de %, et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Et ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, ça pourrait monter plus que ça. Alors, une nuance, le track record du FMI en termes de prévision, comme de toute agence, est relativement moyen. Ils ont raison en gros une fois sur deux. Donc il faut prendre un peu de recul. Mais très clairement, je pense qu'on n'a jamais vu un trend. Là, c'est pas de la prévision nette. C'est ça. C'est pas de la prévision de croissance à quelques chiffres après la virgule. C'est-à-dire que là, on parle quand même de grande masse et de grande masse. Et puis on a une échéance. On sait qu'en 2050, si on veut garder un climat vivable, il faut que les émissions soient revenues à zéro. On sait ce qu'il faut faire pour se débarrasser des énergies fossiles qui représentent encore aujourd'hui, je le rappelle, 82% de l'énergie primaire consommée dans le monde. Donc, il va falloir faire très vite. Et au niveau des ressources nécessaires, parce qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent, du soleil en électricité et qui est fait principalement de métaux, eh bien les besoins sont tellement énormes que ça va être extrêmement tendu. Dans la chaîne de valeur de la transition énergétique. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain, bien sûr, en direct à 12h30 sur Bismart.